Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Un atelier de sensibilisation sur le transport des marchandises dangereuses a été organisé par l'autorité des ports et des zones franches afin de renforcer les connaissances et les compétences des acteurs concernés. Les détails dans un instant. Et des frappes aériennes israéliennes ont visé des positions situées au sud du Beyrouth, au Liban. Ces attaques font suite à une escalade des tensions dans la région, augmentant les préoccupations quant à la stabilité de la situation sécuritaire. C'était les titres, bienvenue à tous. Un atelier de sensibilisation sur le transport des marchandises dangereuses dans le contexte maritime a été organisé aujourd'hui par le Centre régional de formation maritime de Djibouti en collaboration avec l'autorité des ports et des zones franches. Cet événement a réuni des personnalités de premier plan, notamment le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, la directrice générale du centre, Mme Mina Hussein Douali, ainsi que des représentants des ports, des agents maritimes, des transitaires et d'autres entités concernées étaient également présents. L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser les acteurs publics et privés du secteur maritime à l'importance de la prévention des risques liés au transport des marchandises dangereuses dans le cadre de l'environnement maritime national. L'atelier met en lumière la nécessité d'intégrer la gestion des risques tout au long de la chaîne de transport maritime. Et au cours de cet événement, les participants auront l'occasion d'explorer les aspects théoriques et pratiques du transport des marchandises dangereuses tout en abordant les meilleures pratiques et les réglementations en vigueur tant au niveau national qu'international. L'atelier a été animé par le capitaine Abdelkader Abdallah Hassan, chef du département environnement et lutte contre la pollution de la capitainerie du port. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a officiellement ouvert la conférence en présence de M. Aboubakar Omar Hadi et de Mme Mina Hussein Douali. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a souligné qu'il s'agit d'une initiative cruciale pour renforcer la sécurité et la prévention des risques dans notre secteur maritime. Voici un extrait de son discours. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette conférence dédiée au transport des marchandises dangereuses à Djibouti. Cet événement reflète notre engagement constant à garantir la sécurité des marchandises transitant par nos ports et nos corridors. Le transport quotidien des marchandises dangereuses présente des risques significatifs pour nos infrastructures portières et notre environnement. Conscient de ces enjeux, Djibouti a adopté une législation stricte pour le cadre de leur gestion. La loi 106 portant sur le cadre environnemental et le décret 2003 régissant les transports des produits dangereux constituent les piliers de notre cadre. Les tragédies internationales récentes, comme l'explosion au port de Beyrouth en 2020 et la fuite de chlore au port d'Aqaba en Jordanie en 2022, nous rappellent la nécessité d'une vigilance accrue. Une gestion inadéquate ou un non-respect des normes de sécurité peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. Chaque type de marchandise dangereuse nécessite une approche spécifique, que ce soit dans la manipulation, son emballage, son stockage et son transport. Afin de répondre à ces défis, nos ports disposent de plans de gestion des risques clairement établis et notre personnel sont formés selon des normes rigoureuses. Toutefois, pour aller encore plus loin dans la sécurité, je vous propose, Monsieur le ministre, Madame la directrice, de mettre en place les actions suivantes. Organisation des formations de qualité pour le personnel impliqué dans la gestion des marchandises dangereuses. Encourager le développement d'entreprises privées dans les interventions d'urgence en cas de déversement. Mettre en place des points d'intervention équipés le long des principaux corridors routiers de Djibouti. Former les médecins spécialisés dans le traitement des blessures liées aux produits chimiques.
Et prenons la parole à son tour, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a indiqué dans son intervention que la prévention des risques liés au transport des marchandises dangereuses n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une priorité nationale. Vous l'entendrez, il a également illustré l'importance du sujet en citant l'incident tragique survenu au port de Beyrouth en août 2020, causé par une mauvaise gestion des marchandises dangereuses. On l'écoute. C'est avec honneur et détermination que je m'adresse à vous aujourd'hui pour le lancement de la formation stratégique sur la gestion des marchandises dangereuses. Un enjeu critique pour notre pays. Djibouti, grâce à sa position géopolitique unique au carrefour des grandes routes commerciales mondiales, a la responsabilité et l'obligation d'adopter les meilleures pratiques en matière de gestion de ces matières pour la sécurité de ses citoyens et la protection de son environnement. Le gouvernement de la République de Djibouti a pris des mesures décisives pour renforcer notre cadre réglementaire. En tant que pilier du développement économique, notre pays doit garantir que les matières dangereuses circulant sur notre territoire via nos infrastructures portières et nos corridors terrestres sont manipulées dans des conditions de sécurité exemplaires. Cela passe par le respect des normes internationales, la formation des acteurs concernés et une surveillance rigoureuse. Nous nous inspirons des enseignements tirés des tragédies passées, comme celle de Beyrouth en 2020, qui nous rappellent les dangers d'une mauvaise gestion des marchandises dangereuses. À Djibouti, nous refusons de laisser place à de telles erreurs. C'est dans cet esprit que nous nous engageons à faire de notre pays un modèle de rigueur et d'excellence en matière de gestion de matières dangereuses. Un modèle qui allie sécurité publique, préservation de l'environnement et développement économique durable. Sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République, nous avons renforcé notre cadre législatif avec le décret de 2023 sur le transport des produits dangereux qui établit les exigences strictes sur le stockage, les transports et la manipulation de ces produits. Ce décret fait écho à la loi cadre sur l'environnement adoptée en 2000 qui pose les fondements de la protection environnementale et de la gestion des risques liés aux substances dangereuses. Ce texte marque notre volonté politique de garantir un avenir sûr pour notre population et nos écosystèmes. Dans l'actualité également, une importante délégation conduite par M. Almis Mohamed Abdullahi, secrétaire général du gouvernement djiboutien, est composée de M. Abdelrahman Ali Saïd, conseiller du président près du secrétariat général du gouvernement, Mustafa Mohamed Ismail, directeur général de l'Agence des systèmes d'information de l'État, ainsi que d'autres hauts cadres de l'administration djiboutienne, a effectué une visite officielle à Riyad, en Arabie Saoudite, du 30 septembre au 3 octobre. Au cours de cette mission, la délégation a visité plusieurs institutions saoudiennes spécialisées dans les domaines du digital et de la cybersécurité. Lors de ces visites, le secrétaire général du gouvernement a eu des entretiens avec les responsables des entités suivantes: l'autorité du gouvernement digital de la cybersécurité, le centre du roi Abdelaziz pour les sciences et les technologies, le centre national des systèmes de ressources gouvernementales, l'autorité saoudienne pour la recherche, le développement et l'innovation et l'organisation de coopération numérique, l'autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle. Ces discussions ont permis d'explorer et de renforcer les opportunités de coopération dans le domaine du numérique. La partie saoudienne s'est dite favorable à un partenariat stratégique et technique approfondi visant à lutter contre les menaces cybernétiques,
et à promouvoir la digitalisation de l'environnement socio-économique. Et la mission officielle s'est conclue par la signature d'un accord de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, représenté respectivement par M. Al-Mis Mohamed Abdullahi et de M. Majed Ben Mohamed Maziad, gouverneur de l'autorité saoudienne de la cybersécurité. Dans le cadre d'une visite de travail à Djibouti, une délégation au niveau du comité de pilotage du programme conjoint UNFPA et UNICEF a rencontré la semaine dernière des membres clés du gouvernement, des organisations de la société civile comme l'UNFD, ainsi que des leaders communautaires. Eh bien, cette visite visait à évaluer les progrès réalisés en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines à Djibouti. La délégation, composée de représentants de plusieurs pays donateurs et membres du comité UNFPA et UNICEF, a salué les efforts du gouvernement djiboutien ainsi que les initiatives communautaires pour l'élimination des MGF. Et après des rencontres fructueuses et enrichissantes, la délégation s'est exprimée lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Sheraton de Djibouti. De leur côté, les représentants des pays membres du comité ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés par la République de Djibouti, rappelant que Djibouti, l'un des 17 pays soutenu par le programme conjoint, a démontré un fort engagement pour l'élimination des MGF grâce à une intensification des efforts et à une stratégie nationale globale mise en œuvre par un large éventail d'acteurs et de secteurs. La voici. Par rapport aux stratégies et la loi, on a tous en place qui est nécessaire. On a une loi qui est très très claire. On veut condamner, abandonner la pratique néfaste des MGF ici à Djibouti. Et pour ça, je voudrais aussi vous féliciter parce que ce n'est pas la même chose, pareil. Je crois que le Djibouti peut vraiment servir comme un très bon exemple pour ça. Ça veut dire qu'on est sur un très bon trajet. Maintenant, il faut se demander quoi faire pour atteindre 0 cas de MGF ici à Djibouti. Et je voudrais mentionner par exemple le secteur éducation. On a commencé très bien aussi à féliciter le secteur éducation pour ça. D'inclure les policiers dans les curriculums des enfants. Mais je crois qu'il y a une ouverture de faire même mieux. Lorsqu'on parle de MGF, il s'agit de normes sociales en fait. Et lorsqu'on parle de normes sociales, ce qu'on va faire, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui est malade, qu'on doit soigner, ou etc. Mais c'est quelque chose, c'est un travail de fond et qu'on doit... on doit utiliser tous les moyens à notre disposition pour pouvoir convaincre les gens et pour s'échanger des idées pour que le message qu'on est en train de porter aille le plus loin possible, mais en se basant sur des preuves tangibles. On sait l'MGF, quel est l'impact, quelles sont les conséquences des MGF sur la santé, quelles sont les conséquences des MGF sur le droit de la fille, quelles sont les conséquences sur l'éducation, sur la maternité elle-même lorsqu'elle va accoucher. Et tout cela, c'est-à-dire on est en train de parler de petites filles, on est en train de parler d'une pratique quand même très difficile et qui n'est inscrite nulle part. Et donc, moi, je crois que les journalistes, de toute façon, c'est quelque chose, et on n'en a jamais assez, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas, je crois qu'on ne doit pas passer. Je crois que, peut-être je dirais qu'on n'en a pas encore fait assez. Je crois que j'aimerais que vous soyez avec nous, que vous soyez avec nous. Il y a plusieurs langues qu'on parle lorsqu'on est dans le média. C'est-à-dire on ne parle pas français, on parle seulement français, on parle somali, on parle afar, on parle arabe, et que dans ces programmes-là, de plus en plus, on puisse parler de faits de société, y compris le MGF, et le MGF dans un cadre qui est
qui parle de la question du genre, de cette transformation qu'on est en train d'attendre pour tout ce qui concerne la question de la femme, et que ça soit quelque chose qui continue, et que surtout que vous soyez très bien documenté pour pouvoir passer le message. Je crois c'est pas assez. On a un boulevard et on aimerait vraiment vous avoir, surtout les femmes et les hommes journalistes aussi. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Douale, a présidé mardi dernier une réunion d'envergure lors de laquelle a été présenté le Moniteur économique de Djibouti, un bulletin de conjoncture économique. Cet événement a rassemblé des chefs d'entreprise et des figures majeures du monde des affaires. La présentation assurée par des experts de la Banque mondiale a livré une analyse détaillée des indicateurs économiques infra-annuels du pays. Le BCE se veut un outil clé pour fournir des données essentielles permettant ainsi d'éclairer les décisions économiques et d'orienter les politiques en accord avec les réalités du marché. Dans son discours, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douale, a souligné l'importance cruciale des données économiques. Les chiffres ne sont pas de simples abstractions, ils sont des leviers concrets pour concevoir des projets et anticiper les tendances futures. Le rapport met en évidence une croissance du PIB de 6,5% en 2023, portée par une forte demande dans les services portuaires et logistiques, ainsi que par la bonne tenue des secteurs de la construction et de l'énergie. L'inflation a ralenti à 3,8% grâce aux mesures gouvernementales efficaces visant à stabiliser les prix. Les experts ont également abordé des perspectives économiques positives à moyen terme, tout en soulignant les incertitudes géopolitiques et régionales. Des échanges constructifs ont permis de discuter des défis à venir, des opportunités à saisir et des recommandations pour stimuler la création d'emplois. Cette présentation constitue une avancée majeure pour les entrepreneurs djiboutiens en leur offrant des outils et des informations clés pour naviguer dans un contexte économique en perpétuelle mutation. Le deuxième lâcher de moustiques alliés à Djibouti, un événement crucial, s'est déroulé hier à Douda, donc dans la localité de Douda, avec le second lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans le cadre de la phase pilote du programme d'autolimitation des anopheles en République de Djibouti. Ce projet, développé en partenariat avec la société britannique de biotechnologie Oxitec, marque une avancée significative dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui demeure endémique et continue de toucher des millions de personnes à travers le monde. L'initiative repose sur une stratégie novatrice visant à réduire la population des moustiques vecteurs du paludisme en utilisant des mâles génétiquement modifiés, ces moustiques incapables de produire une descendance viable lorsqu'ils s'accouplent avec les femelles sauvages, permettent une diminution progressive de la population locale. LP, Samata, enfin, toute la communauté ici présente. Et je pense qu'on va avancer sur les semaines qui viennent. Et donc c'est une montée en puissance qui permettra de couvrir les objectifs qu'on a déjà installés sur Douda et ensuite de passer à un autre quartier, à Ambouli. Eh bien, dans l'actualité également, notre équipe sur place a recueilli quelques réactions lors de cet événement. En voici une. Ici, c'était le second lâcher du moustique allié de Djibouti. Nous avions commencé le lâcher initial, c'était en mai dernier. C'était le début de la phase pilote. Là, nous continuons la phase pilote. Inch'Allah, suivra la phase qui impactera la reproduction du moustique. Et dans l'actualité internationale, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé hier que le bilan de la guerre génocidaire menée depuis le 7 octobre 2023 par Israël contre la bande de Gaza s'est alourdi à 41 825 morts et 96 910 blessés. 3 massacres menés par Israël au cours des 24 dernières heures ont fait 23 morts et 66 blessés, a précisé le ministère dans son rapport. Nombre de victimes croupissent encore sous les décombres et sur les routes. Les ambulances et les équipes de la protection civile ne pouvant les atteindre, a déploré la même source. Israël poursuit ses attaques contre Gaza au mépris de la communauté internationale et de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, stipulant d'y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordres de la Cour internationale de justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.
Le président français Emmanuel Macron a appelé à la fin des livraisons d'armes à Israël destinées à être utilisées dans le cadre du conflit à Gaza. Le président français a déclaré: je pense qu'aujourd'hui la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Macron a également affirmé que la France n'en livre pas à Israël. Cette déclaration du chef d'État français s'inscrit dans un contexte de violences israéliennes qui se poursuivent depuis près d'un an dans la bande de Gaza suite à une attaque transfrontalière du Hamas. Plus de 42 000 Palestiniens, essentiellement des enfants et des femmes, ont été tués dans la guerre menée par Israël et plus de 95 000 autres blessés selon des données du ministère de la Santé et du gouvernement de Gaza. À l'étranger, toujours, l'agence de presse nationale libanaise a fait état dans la nuit d'hier de 5 frappes sionistes visant la banlieue sud de Beyrouth et ses environs, dont 4 très violentes. Eh bien, des ambulances se sont précipitées vers la banlieue sud de Beyrouth, qui avait également rapporté la présence de drones de reconnaissance sioniste volant donc à basse altitude avant ces frappes. Le trafic aérien à l'unique aéroport du Liban, près de la banlieue de sud de Beyrouth, continue malgré l'agression de l'ennemi sioniste contre cette zone. La banlieue sud de Beyrouth est régulièrement pillonnée depuis donc plusieurs jours, notamment la nuit par l'armée sioniste. Depuis le début de l'agression, selon le ministère, 2036 personnes sont mortes en martyrs et 9662 autres ont été blessées. Et en Afrique du Sud, des manifestants ont défilé samedi hier au Cap en signe de solidarité avec les Palestiniens. Près d'un an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme une situation d'oppression. Des marches similaires étaient également prévues dans d'autres villes sud-africaines, dont Johannesburg et Durban, et bien renforçant ainsi la solidarité nationale avec la cause palestinienne. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite un excellent après-midi à toutes et à tous.